Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Moi, je suis Mickaël Génin. Je suis maître de conférence praticien hospitalier en biostatistique à l'Université de Lille et également au CHU de Lille. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous présenter quelques éléments qui concernent les méthodes d'analyse spatiale pour données fonctionnelles. Alors cette présentation va se décomposer en quatre parties. Dans une introduction, je vais déjà un peu vous présenter mes thématiques de recherche et ensuite, on parlera un petit peu de données spatiales, de données spatio-temporelles et des modélisations un petit peu classiques pour ce type de données. Dans une deuxième partie, on viendra définir les données spatio-fonctionnelles et également les modélisations statistiques attenantes. Dans une troisième partie, je vous présenterai quelques développements qu'on a réalisés récemment sur la détection de clusters spatiaux pour données fonctionnelles. Puis je viendrai clore cette présentation par quelques éléments de discussion. Alors pour ma part, je vous le disais en préambule, je suis enseignant-chercheur en biostatistique à Lille et plus particulièrement, j'appartiens à l'équipe de recherche Matrix, dont la thématique principale est l'évaluation des technologies de santé et des pratiques médicales. Alors, dans le cadre de cette équipe, j'ai développé deux thématiques de recherche. La première étant la statistique spatiale, et plus précisément, je m'intéresse d'une part à des modélisations bayésiennes spatio-temporelles pour la cartographie du risque sanitaire, et également pour les études de corrélation écologique. Et d'autre part, je m'intéresse au développement de modélisation statistique pour la détection de clusters spatiaux, mais également spatio-temporels pour des données à haute dimension, mais également pour des données de survie. Alors, ces développements en statistique spatiale sont directement appliqués dans le domaine de l'épidémiologie environnementale et domaine dans lequel je m'intéresse plus précisément à l'analyse des liens entre exposition environnementale et événements de santé, et également dans l'identification de hotspots et hotspots d'événements soit sanitaires, mais également environnementaux. Alors, ces modélisations statistiques et ces applications, en fait, font écho à des données qui sont spatialisées et qui sont potentiellement mesurées également dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, on va venir définir un petit peu des données spatiales. Alors, une donnée spatiale, c'est un ensemble de données qui sont mesurées au sein de un certain nombre de sites spatiaux que j'appellerais également unités spatiales. Et à titre d'exemple, vous pouvez observer la carte de gauche, qui est une carte des départements français. Donc, l'unité spatiale, c'est bien le département. Et pour chacun des départements, on a une mesure d'intérêt ici, qui est le taux de mortalité prématurée moyen sur la période de 1998 à 2013. Alors, on a d'autres types de données dans le cadre environnemental, par exemple, sur la carte de droite, vous observez par commune française, une concentration moyenne en pollution atmosphérique. Là, c'est une concentration en particules fines, PM10, sur la période de 2009 à 2020. Alors, ces données spatialisées, ont des extensions et notamment ce qu'on appelle des données spatio-temporelles, où là, les données sont mesurées à la fois dans l'espace, au sein de n unités spatiales, mais également au cours du temps. C'est-à-dire que pour chaque unité spatiale, on observe un certain nombre de mesures longitudinales. Alors, à titre d'exemple, sur ces données spatio-temporelles, je vais vous prendre un premier exemple sur des données d'incidence d'une pathologie. Alors, ça peut être issu soit d'un registre, soit d'un système de surveillance. Et ici, j'ai choisi un exemple qui porte sur la maladie de Crohn. Donc, on a la chance d'avoir dans le Nord le registre EpiMAD, c'est un registre en population générale qui collecte tous les cas incidents de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin dans le nord de la France, à 4 départements. Et ces données consistent en à la fois une dimension spatiale, parce que on dispose de la commune de résidence au moment du diagnostic des patients. Et donc, ces données-là ont été agrégées à une échelle cantonale, donc on a 140 cantons dans la zone couverte par le registre. Mais ces données ont également une nature temporelle parce que on dispose de données longitudinales, c'est-à-dire que pour chaque canton, on dispose des incidences annuelles sur la période de 1990 à 2014.
Alors, ce qui est intéressant d'observer, en fait, dans ce type de données spatio-temporelles, eh bien, c'est que, d'une part, il y a vraiment une composante temporelle, donc qu'on va observer dans ce graphique à gauche, où chaque courbe correspond à une courbe d'incidence pour un canton donné. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une forte variabilité temporelle des courbes d'incidence. Et on peut également observer la composante spatiale, ici qui correspond à des rapports standardisés d'incidence sur l'ensemble de la période d'étude, et on observe également une forte hétérogénéité spatiale. Alors, deuxième exemple de données spatio-temporelles, eh bien, ce sont des données environnementales qui sont vraiment intrinsèquement spatiales parce que très souvent, les données environnementales sont collectées sur la base de capteurs qui sont disséminés sur une zone géographique. Alors, ces données font l'objet potentiellement d'une interpolation spatiale pour avoir une surface totalement continue sur l'ensemble de la zone géographique étudiée. Alors, il se peut également que ces données soient longitudinales, et ça, c'est facile à imaginer parce que imaginez des capteurs de pollution qui viennent à un endroit donné capter en temps continu ou quasiment continu, en fait, une concentration en polluants dans l'air, par exemple. Alors, à titre d'exemple, eh bien, je vais vous présenter des données de pollution atmosphérique qui sont issues du programme Prévert, hein, qui est porté par l'INERIS. Alors, ces données concernent 4 polluants de l'air, donc le dioxyde d'azote, les particules fines avec PM10, PM2,5 et l'ozone. Alors, ces données, d'un point de vue temporel, correspondent à des concentrations journalières moyennes sur la période du 1er octobre au 31 octobre 2021. Et d'un point de vue spatial, eh bien, ces données sont collectées au sein de 3231 cellules de 2 km par 2 km environ dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour se rendre compte un petit peu des données, eh bien, voici en fait l'évolution temporelle de la concentration à NO2 au mois d'octobre 2021. Alors, il y a énormément de courbes parce que chaque courbe correspond à un carré de 2 km par 2 km. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a déjà une forte variabilité temporelle de ces concentrations au cours du mois d'octobre. Alors, à droite, eh bien, vous observez la concentration moyenne sur le mois d'octobre pour chacune des unités spatiales qui sont ici les carrés de kilomètres par 2 km. Alors, la spécificité de ces données, eh bien, c'est que pour une unité spatiale, eh bien, on vient mesurer plusieurs polluants en même temps qui sont mesurés de manière longitudinale. Alors, on a plusieurs polluants, NO2, O3, mais également PM10 et PM2,5. Donc, c'est vraiment 4 mesures longitudinales pour chacune des unités spatiales. Alors, ces données présentent quand même des caractéristiques temporelles. Je parlais de mesures en temps continu ou quasi continu, mais en réalité, en fait, pour chacun des sites spatiaux, eh bien, les données sont observées en un nombre fini de temps. Donc, c'est vraiment un nombre discret. Et présente quelques caractéristiques, c'est que bien soit les temps de mesure peuvent être réguliers, donc c'est-à-dire vraiment répartis sur la période d'étude. Ils peuvent être également irréguliers, c'est pas forcément une base journalière ou horaire. Autre caractéristique, c'est que les temps de mesure peuvent varier d'un site à l'autre, donc à un site spatial, et que le nombre de temps de mesure peut également varier d'un site à l'autre. Et ça, c'est facilement imaginable si vous prenez l'exemple d'un capteur de pollution qui est défectueux à un endroit. Il est défectueux pendant une période de temps et donc, du coup, vous ne disposez pas des données temporelles pendant cette sous-période de temps. Alors, à partir de ces données, ce qu'on fait classiquement sur ces données spatio-temporelles, eh bien, c'est d'une part de la visualisation, donc c'est-à-dire de observer la cinétique temporelle de la distribution spatiale de la mesure, donc vraiment au cours du temps. Donc ça, c'est des choses qui sont classiquement faites. On peut également faire de la recherche de facteurs associés à cette variabilité spatio-temporelle des mesures, hein, que ce soit de l'incidence, des données environnementales ou autres. Et donc ça passe par des méthodes de régression spatio-temporelle. Et ce qu'on peut réaliser aussi, bien, c'est de la détection de clusters spatio-temporels qui sont définis comme des zones géographiques pendant une sous-période de temps qui présentent une concentration atypique de la mesure d'intérêt, soit de la surincidence, soit de la sous-incidence, soit une surconcentration en polluants. Alors,
La spécificité de ces données spatio-temporelles, ces caractéristiques temporelles, eh bien, amènent tout de même des difficultés pour l'analyse statistique spatio-temporelle, et notamment au niveau des modélisations classiques, parce que typiquement, les modélisations classiques nécessitent au mieux eh bien, une donnée observée par site pour l'ensemble des temps de mesure. Et ça peut être un petit peu difficile lorsque les temps de mesure sont différents en fonction des unités spatiales. Pour d'autres modélisations, eh bien, il y a une nécessité d'avoir un nombre raisonnable de temps de mesure au regard du nombre d'unités spatiales. Donc là, ce que je sous-entends, c'est l'utilisation de modèles à effet mixte où on ne peut pas se permettre d'avoir un nombre extrêmement important de temps de mesure. Et à l'inverse, d'autres modélisations bien nécessitent un nombre raisonnable d'unités spatiales au regard du nombre de temps de mesure qui peut être important. Et là également, ce que je sous-entends, c'est l'orientation de la modélisation de ces données vers des modélisations de type série chronologique. Alors, pour pallier ces difficultés, eh bien, il y a une solution qui consiste à modéliser ces données spatio-temporelles par des approches fonctionnelles, donc c'est-à-dire vraiment modéliser ces données par des fonctions. L'avantage est quand même assez direct, c'est-à-dire que ça permet de lisser les données si elles sont observées avec des erreurs ou si elles présentent un bruit important. Et ça permet également d'interpoler de manière temporelle les données pour qu'on puisse comparer les différents sites spatiaux à tous les temps de mesure. Alors, ces avantages-là, en fait, sont extrêmement importants au regard des caractéristiques temporelles des données et ont donné lieu à la naissance de données spatio-fonctionnelles que je vais vous définir juste par la suite dans la partie suivante. Alors, d'un point de vue mathématique, des données spatio-fonctionnelles, eh bien, on va se définir n sites spatiaux sur un domaine à 2 dimensions. Et pour chacun des sites, eh bien, on part du principe que on observe la réalisation d'un processus stochastique continu à valeur réelle et qui est p-dimensionnel. Donc, c'est un petit peu barbare comme terme. Ce qu'on peut autrement dit, c'est que les données longitudinales qui sont observées au sein d'un site spatial, on considère que ce sont la réalisation d'un processus continu, mais uniquement à des temps discrets. Alors, si le processus est unidimensionnel, eh bien, on va parler de données spatio-fonctionnelles univariées, donc c'est-à-dire que on considère qu'il existe une fonction latente et unique qui est sous-jacente, on observe à chacun des sites spatiaux. Si le processus est multidimensionnel, eh bien, on considère que on observe pour un site spatial, eh bien, plusieurs fonctions latentes, xi, xi1, xij et jusqu'à xip. Alors, en réalité, on l'a vu dans la définition des données spatio-temporelles, eh bien, on observe des données longitudinales qui sont discrètes et on ne connaît pas la fonction latente, mais en revanche, on peut la modéliser. Et on la modélise de cette manière-là, hein, donc c'est-à-dire que les observations sont égales à une fonction latente plus un bruit blanc. Alors, toute idée ici, le jeu, eh bien, c'est de pouvoir estimer à partir des données observées, d'estimer la fonction latente. Et l'estimation de cette fonction latente va nous permettre à la fois de pouvoir lisser les données, et notamment si elles sont observées avec des erreurs ou si elles sont fortement bruitées, mais également en fait de réaliser des interpolations temporelles pour pouvoir comparer les observations, qui sont ici des sites spatiaux, au même temps de mesure. Alors, à titre d'exemple, je vous prends un exemple très trivial. Vous avez 2 sites spatiaux pour lesquels on a des données longitudinales qui sont observées, donc caractérisées par des ronds, ici des petits points. Eh bien, le fait d'estimer les fonctions latentes à chaque site, eh bien, permet de pouvoir interpoler les données temporellement, ici, qui sont représentées par des carrés. Et à partir de là, eh bien, on peut comparer ces 2 sites spatiaux au regard de leur courbe. Alors, la problématique ici, d'un point de vue statistique et mathématique, ben, c'est qu'on ne connaît pas l'expression mathématique de la fonction latente et qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir l'approcher.
Alors, il existe dans la littérature un certain nombre de solutions qui permettent d'estimer les fonctions latentes. On peut par exemple projeter les données dans des bases de fonctions connues, que ce soit des bases de spline, des bases de Fourier ou des bases d'ondelettes. Donc, le choix de la base est vraiment fonction ici de la nature des données. On peut également utiliser des bases de fonctions issues directement des données. Donc là, c'est plutôt le registre de l'ACP fonctionnel. Et on peut également utiliser des approches non paramétriques, comme typiquement des régressions loss. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le passage des données spatio-temporelles aux données spatio-fonctionnelles, en fait, nous, on appelle ça un pré-processing des données. C'est-à-dire qu'on réestime des fonctions latentes pour chacun des sites spatiaux. Et pour, en fait, finalement, passer d'un objet mathématique qui est une donnée spatio-temporelle à un objet mathématique qui est une donnée spatio-fonctionnelle. Et une fois qu'on a construit ces objets spatio-fonctionnels, eh bien, on peut réaliser des analyses statistiques sur ce type de données. Alors, il existe un certain nombre de méthodes statistiques pour données spatio-fonctionnelles, et ces méthodes statistiques sont juste une extension des méthodes statistiques d'analyse de données fonctionnelles classiques, à l'exception qu'elles intègrent la notion de dépendance spatiale. Alors ici, la notion de dépendance spatiale, eh bien, on part du principe que on accorde le fait que deux unités spatiales qui sont proches géographiquement peuvent présenter une plus forte corrélation de la mesure que des unités spatiales qui sont éloignées. Alors, dans la littérature, on va retrouver des méthodes de régression pour données spatio-fonctionnelles, des méthodes de réduction de dimensions, mais également des méthodes de clustering sur lesquelles je voudrais faire un petit focus. Alors, actuellement, les méthodes de clustering pour données spatio-fonctionnelles, bien, elles permettent de créer une partition des données spatio-fonctionnelles, comme pourrait le faire une méthode de classification ascendante hiérarchique, par exemple. Et à titre d'exemple, je vous présente les résultats d'une étude assez récente qui a été menée au Portugal, à l'échelle des municipalités pour lesquelles les chercheurs avaient disposé de courbes d'incidence de Covid-19. Et ils ont utilisé une méthode de clustering pour données spatio-fonctionnelles qui a permis de créer une typologie de municipalités. Donc, une typologie en 6 groupes qu'ils ont appelés ici clusters. Alors, quelques remarques en fait sur cette étude, sur ce résultat. Eh bien, c'est que les typologies de territoires qui sont identifiées sont constituées d'unités spatiales qui sont pas forcément adjacentes. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment considérer que c'est un cluster spatial au sens de l'agrégation d'unités spatiales dans l'espace. Deuxième remarque, eh bien, ce sont des méthodes qui sont particulièrement descriptives, c'est-à-dire que on observe sur une cartographie, eh bien, les différentes typologies, mais sans pour autant rajouter une inférence statistique et apporter une p-value au cluster identifié. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, on s'est intéressé ces 2-3 dernières années au développement de modèles pour identifier réellement des clusters spatiaux sur données fonctionnelles. Alors, ces méthodes-là rentrent dans le cadre de méthodes qu'on appelle des statistiques de scan qu'on a adaptées pour les données fonctionnelles. Alors, le principe général d'une méthode de statistique de scan, c'est assez simple initialement. C'est une statistique de scan, c'est une variable aléatoire qui est utilisée comme une statistique de test pour tester la présence d'un cluster au sein d'un espace étudié. Donc, un espace étudié R ici, qui peut être une période de temps, une zone géographique, un espace à p dimensions ou autre. Et cette statistique de test va permettre de tester l'hypothèse nulle de répartition homogène des événements sur l'espace étudié contre une hypothèse alternative qui spécifie la présence d'un cluster, donc une agrégation d'unités, qu'elle soit temporelle, spatiale ou spatio-temporelle, dans lequel bien la probabilité d'apparition de l'événement est différente de celle dans le reste de la zone géographique étudiée. Alors, c'est des méthodes qui sont relativement anciennes, qui prennent leurs racines en fait dans les années 60 pour les premiers développements dans le cas unidimensionnel, discret ou continu. Elles ont été très vite étendues au cas bidimensionnel, discret ou continu. Donc là, c'est fin des années 60. Puis il a fallu attendre la fin des années 90 pour voir émerger les premiers modèles de statistiques de scan pour données spatiales.
Et depuis, bien, ces méthodes ont bénéficié de nombreux développements et sont particulièrement utilisées en épidémiologie parce qu'elles permettent de développer, de détecter de manière objective des clusters spatiaux d'incidence, par exemple, et également de tester leur significativité statistique. Alors, dans la littérature, on retrouve beaucoup de statistiques de scan spatial, dont le principe est le suivant, c'est que dans une première étape, eh bien, on réalise un processus de scan ou de balayage de la zone géographique étudiée, avec pour objectif de détecter un cluster le plus probable. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est qu'on utilise une fenêtre de balayage qui est circulaire, qui est centrée en chaque unité spatiale, et dont le rayon augmente jusqu'à un certain maximum, et on se déplace comme ça sur l'ensemble de la zone géographique. Alors ça conduit à la création d'une collection assez vaste de clusters potentiels. Et pour chacun des clusters potentiels, eh bien, on va calculer un indice de concentration. Alors, il en existe plusieurs. Très souvent, on va utiliser un rapport de vraisemblance. Et on définit le cluster le plus probable comme le cluster qui maximise cet indice de concentration parmi l'ensemble des clusters candidats. Alors, à partir de cela, eh bien, on peut définir une statistique de scan spatial comme étant simplement l'indice de concentration associé au cluster le plus probable. Alors, cette statistique de scan est utilisée comme statistique de test pour tester une hypothèse nulle d'absence de cluster contre une hypothèse alternative composite de présence d'au moins un cluster dans la zone géographique. L'inférence statistique ici est réalisée au moyen d'une procédure de Monte-Carlo, soit par génération des données sous l'hypothèse nulle quand on a une hypothèse de distribution spatiale, soit par des techniques de permutation. Alors, dans la littérature, on retrouve différents modèles de statistiques de scan spatial, hein, notamment dans le cadre univarié, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule mesure par unité spatiale. Plus récemment, il y a eu l'émergence de méthodes de statistiques de scan pour données multivariées. Donc là, c'est-à-dire qu'à chaque site spatial, on considère un vecteur de mesure. Et on s'est rendu compte que dans la littérature, il n'existait aucun modèle pour des données fonctionnelles. Alors, avant de partir dans le développement de modèles un petit peu compliqués, eh bien, on s'est simplement posé la question, est-ce qu'avec les méthodes existantes, on était en mesure de pouvoir traiter des données spatio-fonctionnelles? Eh bien, c'est pas très pertinent parce que si la première idée qui est un peu triviale, c'est d'utiliser une méthode univariée, mais ça nécessite de résumer l'information sur l'ensemble des temps de mesure pour chacun des sites spatiaux. Bon, ça conduit à une perte d'informations qui est particulièrement importante. La deuxième approche consisterait à utiliser un scan multivarié, donc c'est-à-dire de considérer autant de variables par site spatial qu'il y a de temps de mesure, à condition que les temps de mesure soient identiques entre les différentes unités spatiales. Et quoi qu'il en soit, bien, ça mène quand même à un problème de très haute dimension si on a beaucoup de temps de mesure, et surtout en fait un problème de forte corrélation parce que entre les différents temps de mesure, on peut avoir des corrélations qui soient assez fortes. Et en fait, ça peut avoir un impact direct sur les performances des méthodes sur la détection de clusters. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien, nous, on s'est penché sur la question. On est plusieurs dans l'équipe à avoir travaillé sur le sujet. Et la première question qui est arrivée lors du premier brainstorming, ben, c'est quoi un cluster spatial sur des données fonctionnelles? Alors, dans le cadre univarié non fonctionnel, la définition d'un cluster est assez simple. C'est-à-dire qu'on va considérer que la valeur moyenne à l'intérieur du cluster est égale à la valeur moyenne à l'extérieur du cluster plus un paramètre de décalage qui est non nul. Donc ça, c'est assez simple, mais on s'est dit, bon, bah, tiens, dans le cas fonctionnel, comment on fait? Alors, on s'est basé sur une publication assez récente et très intéressante de Day et Jenton, où ils ont proposé plusieurs définitions d'outliers sur données fonctionnelles. Et à partir de ces définitions, bien, on en a construit une pour un cluster spatial sur données fonctionnelles. Alors la voici, hein, c'est que on considère que la courbe moyenne à l'intérieur du cluster est égale à la courbe moyenne à l'extérieur du cluster, plus une fonction de décalage qui est fonction du temps.
Alors ce framework-là est quand même relativement souple parce que en fonction de la forme de cette fonction de décalage, eh bien on peut définir des clusters en amplitude. Autrement dit, la courbe moyenne à l'intérieur du cluster est stochastiquement plus élevée ou plus faible que la courbe moyenne à l'extérieur du cluster. Mais on peut également définir des clusters en forme, donc c'est-à-dire ici que l'allure moyenne, l'allure de la courbe moyenne à l'intérieur du cluster est très différente de l'allure de la courbe moyenne à l'extérieur du cluster. Donc, à partir de ces définitions, eh bien, on a développé plusieurs modèles de scan pour données spatio-fonctionnelles. Un premier modèle univarié où on a proposé deux approches, une approche paramétrique et une approche non paramétrique, et d'autres modèles multivariés où on a proposé des approches paramétriques et des approches non paramétriques. Alors ici, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de ces méthodes dans le cadre de cette présentation, mais néanmoins, si vous voulez y revenir lors des questions, je veux bien les aborder sans problème. Alors, ces techniques-là, on les a implémentées dans un package R qui s'appelle HD Spatial Scan, qui est disponible sur le crâne depuis 2021 et qui fait également l'objet d'une publication didactique dans The Earth Journal. Alors, dans ce qui suit, eh bien, je vais vous présenter l'application d'un modèle univarié, d'un modèle multivarié sur les données que je vous ai présentées en introduction de cette présentation. Donc, dans le cadre univarié, eh bien, on va revenir à nos données d'incidence de maladie de Crohn. Donc, pour rappel, c'est des courbes d'incidence sur la période de 1990 à 2014 et qui sont mesurées au sein de 140 cantons dans le nord de la France. Eh bien, ici, l'objectif, c'est de détecter des clusters spatiaux d'incidence de maladie de Crohn. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte variabilité temporelle des incidences et qu'il y a une forte variabilité spatiale de l'incidence de maladie de Crohn. Alors ça nous pousse à utiliser une approche spatio-fonctionnelle et d'utiliser les scans pour données spatio-fonctionnelles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pré-processing des données par un lissage par B-spline cubique, et on a utilisé un scan fonctionnel univarié paramétrique. Alors, cette méthode a permis d'identifier deux clusters spatiaux significatifs. Le premier dans la région d'Arras, dans le nord de la France, et le deuxième aux alentours d'Amiens, ici dans la Somme. Et ces deux clusters, en fait, ont des profils de courbes d'incidence qui sont assez différents l'un de l'autre. Le premier cluster autour d'Arras, ici, est clairement un cluster en amplitude, comme on peut le voir sur ce graphique. Ici est représentée en rouge eh bien, la courbe médiane d'incidence à l'intérieur du cluster. Et ici, la courbe en pointillé rouge, eh bien, c'est la courbe médiane à l'extérieur du cluster. Donc là, eh bien, on se rend compte qu'à l'intérieur de ce premier cluster, eh bien, on a systématiquement une surincidence de maladie de Crohn sur l'ensemble de la période d'étude. Le deuxième cluster est assez différent parce qu'on observe que c'est un cluster un peu mixte entre un cluster en amplitude et un cluster en forme. Pourquoi c'est un cluster en amplitude? On se rend compte que à peu près les 3/4 de la période d'étude, eh bien, c'est un cluster qui présente une surincidence. Et sur le dernier quart de la période d'étude, eh bien, c'est plutôt un cluster en sous-incidence. Alors, c'est également un cluster en forme parce qu'on se rend compte que la courbe médiane d'incidence à l'intérieur du cluster a une allure qui est très différente de celle à l'extérieur du cluster ou encore de la courbe médiane sur l'ensemble de la zone géographique. Alors, deuxième application, bien c'est dans le cas multivarié. On va revenir sur nos données de pollution issues de la campagne Prévert dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, 4 polluants de l'air, NO2, PM10, PM2,5 et O3. Et notre objectif ici, bien, c'était de détecter des points noirs environnementaux. Donc, ça, c'est une problématique importante pour nos collègues environnementalistes. Les points noirs environnementaux sont définis par des zones géographiques qui cumulent une exposition extrêmement forte à différents polluants. Et parce qu'on sait que différents polluants dans des concentrations vraiment inhabituelles peuvent également avoir des effets cocktails. Alors là également, on observe à la fois une hétérogénéité spatiale
de ces concentrations en polluants, mais également une très forte variabilité temporelle, ce qui a justifié l'utilisation d'une approche spatio-fonctionnelle et des méthodes de détection de clusters adaptées. Alors, également ici, on a fait un pré-processing des données par Bspin cubique. Et puis, on s'est posé la question d'utiliser un scan fonctionnel univarié sur chacune des composantes qui correspond à chacun des polluants. Alors là, la première question qui arrive, bien, c'est quid des corrélations potentielles entre ces différents polluants. Et donc ça, ce sont des choses qu'on a investiguées au travers de surfaces de corrélation. Et ces surfaces de corrélation nous ont permis d'identifier des corrélations extrêmement fortes entre les différents polluants. Typiquement, une corrélation négative extrêmement importante entre le dioxyde d'azote et l'ozone, ici. Et donc ça, ce qui est assez connu dans les sciences environnementales. Une corrélation extrêmement forte ici entre PM10 et PM2,5, une corrélation positive, donc ça, c'est également connu. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis des corrélations entre dioxyde d'azote et les particules fines qui étaient également importantes. Donc, à partir de ce constat, on a plutôt orienté notre stratégie d'analyse sur des méthodes de scan fonctionnel multivariées ici, et ces techniques-là permettent de prendre en compte la corrélation entre les mesures de polluants. Alors, cette technique a permis d'identifier un cluster significatif dans la région lilloise ici, et c'est clairement un cluster en amplitude, parce que ce cluster est caractérisé par des courbes de concentration en dioxyde d'azote et également en particules fines qui sont très élevées au regard du reste de la région, et des concentrations en ozone qui sont extrêmement faibles ici. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a interprété avec nos collègues environnementalistes, et on n'est absolument pas étonné de cela, parce que c'est lié à simplement la spécificité lilloise. Hein. Là, je vous montre une carte ici de la métropole lilloise. Eh bien, vous voyez qu'on est totalement enclavé par plusieurs autoroutes. Donc, on a un fort trafic routier. On a l'A22 qui nous mène vers la Belgique, l'A27 qui nous mène vers la Belgique également, l'A1 qui nous mène vers Paris, l'A25 qui nous mène vers Dunkerque, plus le nord de la France encore. Et en fait, on est carrément au milieu, et on n'est pas du tout étonné que on identifie vraiment un point noir environnemental ici, parce que le dioxyde d'azote est vraiment un traceur du trafic routier, et les PM2,5 également, parce que c'est vraiment issu au regard du trafic routier des émissions de gaz des véhicules diesel, et également en fait aussi du chauffage urbain. À l'inverse, les concentrations en ozone extrêmement faibles sont pas du tout étonnantes également, parce que ça correspond beaucoup plus à des territoires ruraux. Alors, pour venir clore cette discussion, enfin cette présentation, je vais vous présenter quelques points de discussion. Ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est que la modélisation de données spatio-temporelles par des approches fonctionnelles présente quand même un certain nombre d'avantages, notamment le lissage des données si elles sont observées avec des erreurs ou si elles sont fortement bruitées. Elles permettent également l'interpolation temporelle des données pour chacun des sites spatiaux, si les temps de mesure diffèrent selon les sites. Donc ça, ce qui arrive relativement souvent. Et dans les méthodes que je vous ai présentées, qu'on a développées, là, des méthodes de détection de clusters pour données spatio-fonctionnelles, elles présentent l'avantage par rapport aux méthodes classiques de ne pas perdre d'informations, pas avoir de problème de haute dimension, de forte corrélation. Elles permettent également de détecter un range de clusters plus important que les méthodes classiques, pas simplement une dichotomie sur incidence, sous incidence, mais des clusters en amplitude, en forme, des clusters un peu mixtes. Alors évidemment, les formes de fenêtres pour la détection de clusters sont également adaptables, mais actuellement, il y a quand même encore des inconvénients dans nos développements, c'est que ces méthodes ont quand même un coût computationnel qui est assez important, notamment au regard du nombre d'unités spatiales. On ne peut pas actuellement ajuster ces méthodes de détection de clusters sur des covariables, et ça, c'est particulièrement important en épidémiologie spatiale et spatio-temporelle, quand on a des facteurs de confusion de l'incidence. Donc, on est actuellement en train de travailler sur la projection de ces méthodes dans des modèles linéaires fonctionnels.
Et puis, une dernière remarque, c'est que sur la méthode de scan fonctionnel multivarié, eh bien, de mon point de vue, elle peut être particulièrement utile en épidémiologie, notamment pour détecter des clusters spatiaux de co-occurrence de plusieurs pathologies, notamment en fait dans la recherche de signaux étiologiques et quand on cherche des facteurs de risque communs de plusieurs pathologies. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions.